question toute simple. Quand vous vous levez le matin, Monsieur Monin, vous n'avez pas envie de vous flinguer parce que tout ce que vous dites est passionnant et probablement vrai. J'ai l'impression que vous, votre job, c'est même pas la peine, là, parce que tout est foutu, là. Bon, je peux commencer à répondre. Je voudrais d'abord mettre un biais sur la table. J'ai effectivement fait l'exposé que j'ai fait tout à l'heure, et c'est mon travail. Et en même temps, j'ai une vraie conviction qui est assez proche de celle d'Alexandre, et notamment, je suis président d'un collectif citoyen dans mon village de 3000 habitants dans le sud de la France, qui vient d'installer le premier parc photovoltaïque citoyen financé avec 0 € des banques dans notre village pour une production locale de l'énergie. Donc, on a pensé aussi après effondrement, et on est vraiment dans cette démarche-là localement. Mais là, c'est vraiment en tant que citoyen que je vous parle, c'est pas du tout en tant que chercheur. Donc vous posiez la question de qu'est-ce que vous voulez le matin. Moi, j'ai deux cerveaux différents le matin quand je me lève. Il y en a un qui me dit fais ça, et l'autre qui me dit fais l'inverse. C'est assez compliqué. Ceci étant, avant de laisser la parole à Alexandre, je voudrais, puisque j'ai eu l'occasion de lire notamment la thèse de Florian dont tu parlais tout à l'heure et d'en discuter avec des gens, de mettre un petit bémol sur les panneaux photovoltaïques. Parce que tout ce qu'on dit sur les métaux rares, sur les panneaux photovoltaïques est parfaitement vrai quand on se limite aux panneaux à couche mince qui représentent moins de 5% du marché aujourd'hui. Donc il ne faut pas tout mélanger non plus et dire que la transition écologique, la transition énergétique est la plus grosse opération de greenwashing de l'histoire, comme on peut le lire dans les journaux aujourd'hui avec le livre de Guillaume Pitron. C'est vrai, ça c'est Guillaume Pitron. Enfin c'est Guillaume Pitron et les journalistes. Et d'ailleurs, moi j'ai lu son bouquin, et en fait il parle relativement peu de ça, c'est-à-dire qu'il parle vraiment du scandale des mines et du problème écologique, environnemental et social aussi que ça peut poser. Et il pose des questions intéressantes, notamment le fait de dire pourquoi pas rapatrier les mines en France. Pourquoi faire, non pas pour polluer plus, etc., mais pour avoir une dimension pédagogique. Si chacun d'entre nous avait un bout de déchetterie dans son jardin, peut-être qu'on produirait moins de déchets. Et donc je trouve le propos de Pitron assez intéressant sur certains aspects, mais le mélange qui est fait avec la transition énergétique est assez insupportable en fait, parce qu'il y a vraiment des gens qui se sont levés le derrière depuis des années pour trouver des technologies qui ne consomment pas de métaux rares, et en ce moment c'est en train de changer aussi pour l'éolien offshore, puisque l'éolien offshore, pour être tout à fait précis, est un des consommateurs de métaux rares les plus importants aujourd'hui, mais loin derrière vos smartphones et vos ordinateurs. Donc il ne faut pas tout mélanger. Le problème des ressources rares, etc., c'est un problème très important, et moi je souscris à 99% de ce qui a été dit ici, mais c'est surtout notre mode de vie qui est à remettre en question. C'est pas le fait d'aller essayer de produire de l'énergie autrement dans votre maison, dans votre village. Donc voilà, il faut juste remettre ça un petit peu en perspective, et faire attention aussi au bruit médiatique qu'il peut y avoir autour de certains ouvrages, notamment en ce moment. Et voilà, je voulais juste apporter ce bémol, mais encore une fois, je remercie Alexandre pour son travail, et moi, malheureusement, je suis aussi, c'est aussi difficile pour moi de me lever le matin, vous avez raison. Alors je réponds à la question, je reviendrai très brièvement sur ce qui vient d'être dit, avec lequel je suis tout à fait d'accord. Est-ce que c'est difficile de se lever le matin? Alors moi j'ai un fils de 7 ans, qui s'appelle Hector, que je salue à distance comme ça, et parfois il me dit « Bon papa, j'aime pas trop quand tu parles de la fin du monde ». Et ma réponse à mon fils c'est « Mais Hector, voudrais-tu que le monde continuât à aller dans la direction dans laquelle il va actuellement ?» C'est-à-dire qu'on peut se dire c'est difficile d'entendre ce constat, etc. Mais en même temps, tout ce qui permet de faire fonctionner le monde dans lequel on est aujourd'hui, avec nos smartphones, avec nos ordinateurs, avec notre croissance à 3%, sinon vraiment ça ne va pas, hein, parce que en fait, ça n'est absolument pas viable. Donc c'est juste ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a une croissance de 3%. Si on réfléchit vraiment à une croissance annuelle de 3%, en fait, mathématiquement, il y a un problème. On le sait, mathématiquement, ça marche mal. Donc, c'est juste que cette prise de conscience que ça ne peut pas continuer comme ça et que, de fait, le modèle était problématique, doit se faire. Et je pense que ça peut être, par contre, libérateur, y compris pour des jeunes gens. Moi, je suis en contact avec des jeunes ingénieurs
de certaines grandes écoles françaises que je nommerai pas pour... voilà, mais qui eux se posent des questions, et d'une certaine manière, quand vous êtes jeune aujourd'hui, que vous posez des questions, vous dites est-ce que mon destin c'est uniquement en tant qu'ingénieur d'aller travailler chez Thales ou ailleurs, j'ai rien contre, hein, mais de fait ils absorbent quand même beaucoup de ces ingénieurs-là, et bien là vous avez quand même des arguments d'autorité pour vous dire non, peut-être qu'il faut imaginer autre chose, peut-être qu'il faut faire autre chose. Et on n'a pas toujours cette opportunité-là. Et donc l'Anthropocène fournit aussi aujourd'hui une autorité, des raisons scientifiques pour se dire peut-être qu'il faut procéder autrement, peut-être qu'il faut justement avoir d'autres motifs de se lever le matin. Et quand vous nous dites que vous êtes intervenu devant 2000 personnes qui bossent sur les smart cities, bon, moi je travaille dans la pub, la communication, donc rien à voir avec tout ça. Mais le smart, on en entend parler partout. Toutes les grosses boîtes de la Terre essayent toutes de se positionner, françaises, américaines, chinoises ou autres, et tout le monde est sur le smart. Donc même s'il y a quelques ingénieurs probablement autour de nous qui réfléchissent sur des choses alternatives, vu ce que vous nous dites, et donc le peu de temps qu'il nous reste avant d'arriver dans le mur, à quoi ça sert finalement tout ça ? De développer aujourd'hui les technologies smart tous azimuts. Ah, complètement. Ouais. Ah, effectivement, ouais. je suis d'accord avec vous, je pense qu'il faudrait faire autre chose. Donc il ne faut plus investir à la bourse J'ai une anecdote là-dessus. Moi, j'avais fait une intervention que j'avais mentionnée devant le Symposium Interavex pour les technologies smart en novembre 2015, je pense, quelque chose comme ça, devant l'ancien PDG de l'ANR, qui était un Américain à l'époque. Et j'avais fait une présentation à peu près de ce type-là. Même message, j'avais pas exactement les mêmes éléments. Tout le monde était d'accord. Voilà. J'ai pas eu une seule voix divergente qui s'est exprimée pour me dire mais non, tu dis n'importe quoi, le PDG de l'ANR s'est pas levé en disant c'est un scandale, sortez-le de la salle, etc., etc. Tout le monde était d'accord. Et simplement les gens m'ont dit mais tu sais, moi, à mon niveau, alors qui est un niveau plus élevé que le mien en termes de recherche, de responsabilité, etc. Moi, à mon niveau et dans les fonctions qui sont les miennes, ben, je ne peux pas y faire grand-chose. Parce que, en fait, je vais beau être directeur de ceci, de cela, je suis un exécutant, donc je ne peux rien faire. Il y a un double jeu là-dedans. Est-ce que c'est vrai, complètement vrai, mais en même temps, ce n'est pas complètement faux. Ouais, c'est un double jeu, c'est aussi une dissonance cognitive, c'est-à-dire que les gens ne sont pas capables de résoudre ce truc-là, tout simplement. On n'a peut-être pas les moyens non plus, à titre individuel, de résoudre cette dissonance. C'est sûr que c'est... Mais on est largement, en tant que chercheur, aussi individualisé, c'est pour ça qu'on a de moins en moins les moyens de... Et je ne suis pas du tout étonné du fait que tout le monde ait été d'accord. Oui, merci beaucoup pour ces deux exposés. Ça, à titre individuel, c'est vrai que ça m'a rappelé pas mal de choses, puisque j'avais un peu travaillé dans le climat, et donc tous ces modèles-là de couplage, tout ça, il y a quelques années, et puis aujourd'hui, je travaille dans une entreprise qui fait de l'énergie, si je puis dire, puisqu'elle a un centre de recherche pas très loin, EDF, et donc ces questions-là aussi sont... Mais du coup, par rapport à ces points de vue-là, très riches, je me demande si vous avez aussi intégré, vous en avez dit deux mots quand même en début d'exposé, malgré tout, le monde que vous décrivez, c'est un monde où il y a des humains et des sociétés, et donc il y a quand même des dimensions sociales qui, à mon avis, coincent déjà et vont coincer, peut-être même avant celles que vous dites. Est-ce que vous avez intégré ça dans votre réflexion, justement? Vous parliez de convergence entre environnement et numérique, mais il y a bien d'autres questions qui se posent, à mon avis, de façon urgente. On n'a pas besoin des modèles mathématiques pour vérifier qu'on est en limite, on touche d'autres limites. Et ensuite, juste deux commentaires. Je vous crois tout à fait quand vous dites que probablement que cette personne-là, parce que la pensée, l'optimisation, c'est la pensée magique, hein, on est d'accord? Donc, qu'elle ne sait pas ce que c'est que l'effet rebond, je trouve ça incroyable, mais bon, c'est vrai, non, incroyable, mais c'est grave, par contre, vu son niveau de, entre guillemets, de responsabilité. Mais par contre, je pense que, pas pour vous passer la pommade, mais que je pense pas que vous vous levez le matin avec ces deux cerveaux clivés. Moi, j'ai l'impression plutôt que vous êtes extrêmement, comment dire, responsable et
affûté par rapport aux questions qui se posent, quoi. C'est sûr qu'il y a des questions de citoyens. On ne peut pas être chercheur sans être citoyen. C'est impossible. Est-ce que vous voulez bien noter les questions dans vos têtes, avec vos cerveaux? Et on prend deux autres questions. Merci. Moi j'en ai deux questions, si ça ne vous ennuie pas. Parce qu'il y en a une que je n'ai pas eu le temps de poser tout à l'heure à Antoine. Je voulais savoir d'abord si la spéculation boursière qui a lieu autour des catastrophes, est-ce qu'elle se sert des outils dont vous servez vous-même? Vous connaissez, j'imagine, toute cette vague de nouvelles spéculations sur ce qu'on appelle les cat bonds, les spéculations sur les catastrophes. Est-ce qu'ils se servent des mêmes outils? Et l'autre question, moi je pense que la dissonance cognitive, c'est le début de l'intelligence. D'ailleurs, j'appellerais ça plutôt, comme avec le philosophe Schwartz, de l'inconfort intellectuel, et il faut qu'on en ait. Donc moi, je trouve ça, malgré la tonalité, je trouve ça tout à fait stimulant, ce que vous nous dites. D'ailleurs, l'un et l'autre. Et j'ai aussi une question sur à mon niveau, mais moi qui ne suis pas du tout dans ce milieu-là, dans ce monde-là, autant sur les aspects plus classiquement écologiques, bon, on a appris, hein, moi j'ai pas été une des premières éveillées dans ce domaine, mais on a appris à faire des choses à son niveau, autant sur cette question-là, qu'est-ce qu'on peut faire à son niveau pour l'instant, à part vous aider autant que possible à mobiliser. J'ai été intéressé par la remarque d'Antoine à propos du Chili et sur la mémoire perdue. C'est peut-être pas tellement étonnant qu'au Chili, on ait perdu la mémoire, parce que la colonisation occidentale est relativement récente. Mais moi, je vais souvent dans une vallée pyrénéenne, où, enfin, c'est pas seulement à cause de ça, enfin, je le vois sur le terrain, on construit en zone inondable, pas seulement dans les vallées pyrénéennes, au bord de la côte, vous avez montré des exemples. Et j'ai travaillé aussi avec des hydrologues. Et bon, on connaît très bien en hydrologie les crues décennales, les crues annuelles, et les crues tous les 10 ans, tous les 100 ans, tous les 1000 ans. Et on en voit des traces dans les montagnes, évidemment. Et donc la question, c'est un peu quelle est la part de la mémoire humaine dans la modélisation? Parce que des fois, en fait, on sait très bien que les zones, et les exemples que Antoine a montrés sont des zones où les gens savaient en grande partie que c'était submersible, mais Fos-sur-Mer par exemple, mais la pression de l'explosion démographique fait qu'on construit, et y compris les différences sociales, fait qu'on est amené à mettre de l'habitat dans des zones dangereuses, dans des sorties de pistes d'aéroports, etc. Donc il y a des dimensions qui... faut peut-être comment vous faites intervenir ces dimensions dans vos analyses, et surtout la mémoire biologique, elle n'est pas si mauvaise que ça, et je ne sais pas si le numérique apporte beaucoup là-dessus, peut-être dans quelle mesure on en tient compte, quoi. Bah, c'est passionnant, merci beaucoup pour ces questions. Je ne sais pas dans quel sens on les prend, peut-être dans l'ordre chronologique. Donc j'ai pris des notes, hein, parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Donc les aspects sociaux et humains, ce que vous disiez, monsieur qui, excusez-moi, qui s'est présenté comme travaillant chez EDF et qui a travaillé beaucoup dans le climat, oui, il y a des hommes et des femmes derrière tout ça. Et alors, moi j'avoue que là pour le coup, je vais laisser la parole à Alexandre sur ce point-là, parce qu'il me semble qu'en tant que chercheur et modélisateur, moi je suis là pour fournir des outils d'aide à la décision, qui doivent ensuite évidemment prendre en compte les problématiques de développement économique, social, solidaire, etc. Mais c'est pas intégré dans mon modèle, et ça rejoint aussi un petit peu la dernière question, celle de la mémoire. Moi, je fais des modèles qui sont uniquement mécaniques, au sens... voilà, éventuellement, il y a un peu de proba dedans, j'utilise des modèles probabilistes, mais derrière, il y a un vrai phénomène physique qui est décrit dans le modèle. Et l'interaction avec nous autres, elle n'est pas prise en compte dans mon travail. C'est aux politiques avec un grand P et aux citoyens avec un très grand C de se l'approprier et de prendre la décision qui va bien après. Mais effectivement, j'ai pas de... Moi, j'en prends pas compte.
Peut-être je te laisse répondre, on continuera ensuite. Alors, ce qui permet peut-être d'avoir plusieurs questions ensemble sur le qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire. C'est une question qui est éminemment difficile. Je préside l'association Adrastia. Avant moi, le président, c'était quelqu'un qui s'appelle Vincent Mignereau. Et dans la réflexion qu'il mène, il avait tendance à dire que la meilleure chose à faire, c'est faire rien. C'est-à-dire que dès qu'on va faire quelque chose, vu la difficulté de la situation, vu les problèmes liés à l'effet rebond, vu les problèmes liés aux effets de ce qu'on envisage comme étant des solutions, très vite, il se peut que ces solutions, en fait, nous reviennent à la figure. Et pour la majorité des solutions qu'on imagine aujourd'hui, effectivement, ce sont des solutions qui vont nous revenir à la figure, qui nous reviendraient à la figure si vraiment on les investissait. Donc la question, elle est très très difficile. Moi, je ne vois pas ça comme une limite définitive, mais plutôt comme un avertissement consistant à dire attention, il n'y a pas de solution simple. En fait, on est dans une situation extrêmement difficile. Dès qu'on tire un fil, on en tire plein d'autres. Et en fait, on se rend compte que rien n'est évident. Néanmoins, il me semble qu'aujourd'hui, déjà, il faut, dans un premier temps, avant de proposer des solutions, il faut arrêter de faire des choses qui sont négatives par rapport aux perspectives qui sont les nôtres. Il faut arrêter, comme je citais ce designer Tony Fry, très investi sur ces questions, il faut arrêter de défuturer. Il faut arrêter de se dire, en 2050, on va rajouter à la situation que nous connaissons aujourd'hui 50 à 100 milliards d'objets connectés. Moi, je discute avec un électronicien à Sophia Antipolis qui s'appelle François Verdier. Quand on pose la question à des électroniciens, ils vous disent mais 50 à 100 milliards d'objets connectés, on ne sait pas comment on va les faire fonctionner en termes énergétiques. Alors, c'est pour ça qu'au départ, on s'est dit on va faire des objets connectés parce que ce sont des objets riches en matière de services qui peuvent vous rendre. Alors comme on ne peut pas les faire fonctionner en tant qu'objets riches parce que ça demande trop d'énergie, alors maintenant on en vient à faire des objets connectés, à imaginer, à concevoir des objets connectés qui sont des objets connectés appauvris. Donc ils sont à la fois riches et pauvres. Mais à aucun moment on se dit on ne va pas faire d'objets connectés. Parce que c'est peut-être pas exactement à l'heure de l'Anthropocène, dans ces perspectives d'effondrement, de difficulté d'accès à l'énergie, etc. C'est peut-être pas la chose la plus maligne à faire. Et bien non, on se dit par contre qu'on va faire des objets riches mais appauvris. Donc on va quand même imaginer des usages et les rendre acceptables, parce que c'est ça un petit peu toujours qui est au cœur des choses. Mais à aucun moment on se dit il ne faut pas faire ce programme de recherche. Et je pense qu'au contraire, ça passe d'abord par se dire on ne va pas faire tel programme de recherche, on ne va pas faire ceci, on ne va pas rajouter finalement ces éléments qui sont absolument non soutenables à cette situation. Et donc ça c'est très difficile pour des chercheurs. Je pense que c'est un peu moins difficile pour des industriels de l'imaginer, parce que même si les industriels, on pourra en discuter, mais les industriels ont plus les mains dans le cambouis. Par exemple, les industriels qui imaginent les problèmes qu'ils ont pour demain avec les microprocesseurs et ces choses-là, eux, ils savent qu'ils doivent miniaturiser, optimiser, sinon ils sont foutus. Donc ils ont des problèmes très directs, immédiats qui se posent. En tant que chercheur, je pense qu'on est moins immédiatement mis au contact de ces perspectives-là. On a moins immédiatement cette idée qu'il ne faut pas faire de certains programmes. Au contraire, il faut faire des programmes, il faut déposer des projets, il faut faire ce genre de choses. Je pense que non, il y a des tas de choses qu'en fait aujourd'hui il ne faut plus faire, qu'on n'a plus le luxe de faire. Et ça passe d'abord par ça. L'agir passe d'abord par une sorte de retrait de ce point de vue-là. Mais évidemment, c'est un discours qui est difficile. Quand vous demandez à des physiciens, ils vous disent bon, là, dans quelques années, on va tester les ondes gravitationnelles dans l'espace avec des satellites qui vont s'envoyer des informations. C'est magnifique. Mais en même temps, les gens qui sont un petit peu au fait des questions dont je parle là, vous disent en même temps, on n'a pas du tout les moyens de faire ça. Ça n'a plus aucun sens aujourd'hui. Donc, c'est magnifique en termes de recherche, c'est du savoir, etc., etc. Mais est-ce que la recherche peut être entièrement autonome aujourd'hui, alors qu'elle ne l'est pas du tout. Qu'elle ne l'est plus du tout, parce que les programmes de recherche ne sont pas écrits par les chercheurs, ne sont pas du tout pilotés par la recherche, etc. etc. Alors, est-ce que, voilà, quel est le bon combat aujourd'hui pour les chercheurs? C'est pas du tout évident. Oui, je voulais juste terminer en revenant alors, rapidement sur cette histoire de spéculation. En fait,
peut-être ça va vous étonner, mais je suis pas très au courant de tout ça, et à la limite, c'est peut-être pas plus mal. Non, plus sérieusement, on travaille aussi avec des assureurs, vous l'avez vu, donc c'est pas tout à fait de la spéculation, mais enfin, on n'en est pas toujours très loin, surtout avec la réassurance. Et là, vraiment, bon, il y a beaucoup d'aléas dans tout ça, et on fait beaucoup de paris. Oui, certainement c'est utilisé, mais voilà, moi j'en ai pas forcément conscience, ni j'ai pas forcément envie de savoir tout ce qui se passe avec tout ça, mais je comprends que ce soit un truc important. Je voudrais finir par le problème du que faire, qu'est-ce qu'on peut faire. C'est à vous de nous le dire aussi, je pense. C'est pas seulement un problème de chercheurs, c'est vraiment un problème de citoyenneté aujourd'hui. Je pense que nous, on est parfois un peu perdus, parce qu'on sait pas trop ce qu'on peut faire. Et on a un certain nombre de bagages techniques, intellectuels, etc., qu'on a eu la chance de développer dans nos formations et tout ça. Mais on a besoin aussi d'un retour, et la journée d'aujourd'hui, elle est particulièrement intéressante pour moi, en tout cas, parce qu'on a besoin de savoir aussi ce que pensent les gens. Est-ce que la gouvernance intelligente d'un pays va nous dire de faire dans les années, les dizaines d'années qui nous restent avant l'effondrement. Donc, évidemment, on aura peut-être un rôle un peu plus important que le commun des mortels, on va dire, mais à la limite, non, moi je pense qu'on est là, on devient vraiment des citoyens, et c'est tous ensemble qu'on va devoir d'abord se poser les bonnes questions, parce que c'est en se posant les bonnes questions qu'on pourra apporter un début de réponse, et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si on continue à cette fuite en avant qui consiste à dire comment je vais faire pour optimiser au maximum tel ou tel processus, on n'y arrivera pas. Donc il faut tout reprendre à la base, et si on reprend tout à la base, le chercheur il n'est pas plus qualifié que n'importe qui pour se poser la question. Donc je pense qu'il faut se mettre autour d'une table, agir localement, faire des choses dans nos territoires, et puis essayer d'être un petit peu moins bête qu'on l'était la veille. C'est pas toujours facile. Oui, rapidement, et je pourrais y revenir après, c'était pour dire qu'avec un ami et collègue, Diego Landivar, on a justement une proposition de programme pour l'Anthropocène qui part du constat que quand on regarde notamment les initiatives privées, on voit un certain nombre d'initiatives assez intéressantes. Par exemple, le fondateur de la marque de vêtements The North Face, au moment de mourir, a utilisé son héritage pour racheter des terres en Patagonie pour les sauver, en fait, pour les privatiser, mais pour refaire du commun, dans l'objectif de refaire du commun et de sauver un petit peu ces terres. Il y a un couple en 2014 qui a racheté des terres sur le Bon Coin, alors c'est authentique, hein, qui a racheté des terres sur le Bon Coin, et ce faisant, qui a créé la première réserve privée en France. Donc il y a des tas d'initiatives qui se mettent en place, mais en fait on a besoin d'une espèce d'expertise, d'ingénierie, parce que jusqu'en 2014 on ne savait pas faire. Il y a des tas de choses qu'on ne sait pas encore faire, comment on fait des communs, comment on sort de la propriété privée, et un petit peu partout il y a des gens qui expérimentent ces choses-là, et c'est tout à fait intéressant aussi d'enquêter sur ce que font ces gens-là, parce que les collectifs en fait, d'enquêteurs n'existent pas que dans la recherche. Si je prends un autre exemple pour décaler complètement, les gens de l'INRA aujourd'hui qui découvrent que la permaculture c'est mieux que tout ce qu'ils ont fait pendant les 60 dernières années, ils sont un petit peu mal. En fait, nous on travaille un peu avec eux. Ils ne sont pas dans une situation actuellement formidable. Alors, ils peuvent reprendre ça, mais oui, en fait, c'est des systèmes complexes, on va tout. Voilà. De fait, ils s'appuient sur des expérimentations de gens qui, dans le domaine de la culture, qui, dans le domaine de l'élevage, etc., se sont réappropriés des savoirs, ont opéré des enquêtes pour développer de nouvelles pratiques. Donc c'est ça aussi qu'on doit aller voir, et donc dans ces conditions-là, l'opposition chercheur-non-chercheur n'est plus l'opposition du passé. C'est qui développe des pratiques qui permettent de survivre dans l'avenir, et ça c'est pas forcément les chercheurs aujourd'hui qui le font. Donc là, le collectif d'enquête, je dirais, doit aussi être élargi de ce point de vue. Alors, est-ce que cyniquement, la non-neutralité du web n'est pas un moyen de ralentir les choses? C'est-à-dire que les riches auront un accès illimité, et les moins riches, on pourra faire moins de choses que ce que l'on fait aujourd'hui. Et deuxième chose, les GAFA, qu'ils soient américains ou l'équivalent en Chine, est-ce qu'ils travaillent dans ce retour en arrière? J'en ai pas l'impression de ce que je vois de ce qu'ils font. Mais... Ma question, c'est sur le recyclage des matériaux et tout ça. Dans quelle mesure ça peut jouer un rôle positif?
Si je peux juste élargir cette question. Enfin, effectivement, c'était une question que je voulais poser à Alexandre quand j'ai vu ton exposé. Nous, typiquement, les panneaux dont je vous parlais dans le village tout à l'heure, donc on s'est engagé à les recycler au bout de 30 ans. Il y a une association qui s'appelle PV Cycle qui fait ça. Et encore une fois, il n'y a pas de métaux lourds. Les seuls métaux rares qu'il y a là-dedans, c'est du cuivre et de l'argent, qui, comme tu l'as montré, deviennent des métaux rares parce qu'il y a une pression fantastique dessus. Mais c'est des métaux rares qui sont 100 fois plus présents dans votre maison, par exemple, que dans un panneau photovoltaïque. Donc c'est, encore une fois, je replace ça dans le cadre. Mais effectivement, tu disais tout à l'heure que ces métaux étaient très peu recyclés, ça coûtait trop cher, etc. Est-ce qu'il y a un espoir pour qu'on se mette à effectivement chercher des moyens de le faire, ou est-ce que là aussi c'est une espèce de fuite en avant? De ce que j'ai vu dans des sources qui étaient des sources plutôt gouvernementales, donc pas forcément révolutionnaires, la réponse était plutôt qu'il n'y avait pas forcément un espoir monstrueux dans cette perspective-là, qu'on pouvait faire comme ça quelques tours de recyclage, mais que fondamentalement ça ne changeait pas la donne en matière d'approvisionnement, de réutilisation, etc. Et surtout, il y a des usages qui sont intrinsèquement des usages dispersifs, où là, de toute façon, on ne peut pas récupérer dans le contexte économique actuel, où matériellement, ça n'a pas de sens en fait, c'est trop dispersif. Donc, et quand ça se fait parfois du recyclage d'éléments qui sont des petits éléments, ça ne se fait pas non plus dans nos pays. Ça va être par exemple dans des pays du Sud où des enfants typiquement vont ouvrir des vieux ordinateurs ou des choses comme ça et collecter comme ça ces métaux. Donc ça produit d'autres problèmes par ailleurs. Donc c'est pas forcément une réserve de métaux, même si parfois on dit nos déchetteries ce sont nos futures mines de demain. De fait c'est plus mitigé que ça. Et puis pour revenir sur votre question, à la fois sur le cynisme et la non-neutralité du net, et puis sur les GAFA. Alors sur la non-neutralité, franchement, j'ai pas d'avis là-dessus, je préfère pas dire de bêtises, donc peut-être toi t'en as un. Sur les GAFA, je sais pas s'ils ont conscience à leur échelle de tout ce qui se passe, mais vous savez que les enfants de Steve Jobs ou des autres dirigeants de Facebook et autres grandes entreprises vont dans des écoles Montessori, sans machine, avec des tables à leur niveau, avec 2 enseignants pour 10 gamins, et que voilà, on change. Ils ont une vue peut-être de riches, effectivement, vous le disiez tout à l'heure, mais ils ont aussi compris les dangers de leur propre business. Donc je ne sais pas s'ils y réfléchissent à l'échelle industrielle, mais en tout cas dans la famille, ils savent très bien de quoi il s'agit. Juste là-dessus, en complément, il y avait une étude et des articles qui montraient au cours des dernières années que un CEO sur 2, c'est-à-dire un PDG sur 2 dans la Silicon Valley, possède un bunker. Oui. Sur une île déserte, etc. Voilà, donc Peter Thiel, par exemple, fondateur de PayPal, et également financeur de l'alt-right aux États-Unis, un intellectuel, pas sympathique, mais qui est un intellectuel et qui est une personnalité de la tech très importante, conseiller de Donald Trump, etc., avait essayé de s'acheter une maison en Nouvelle-Zélande et d'obtenir la nationalité néo-zélandaise, la Nouvelle-Zélande ayant maintenant interdit finalement ce type d'opération. Donc la perspective je pense que les gens qui sont très très riches, c'est une thèse de Bruno Latour aussi, sont au fait de tout ça. Quand vous discutez avec un haut fonctionnaire, il vous dit assez facilement, moi j'ai des étudiants, je leur dis d'arrêter d'avoir des enfants, d'ailleurs moi j'en ai pas. Ah bon, mais pourquoi? Voilà, parce qu'on partage le même diagnostic. Là je pense qu'il y a une grosse différence entre les CEO, les hauts fonctionnaires et les hommes politiques, parce que les uns sont pris dans des échéances électorales, un court-termisme en termes de temporalité qui est bien particulier, alors que les autres ont une formation, une vision qui font qu'ils anticipent l'avenir. Après qu'ils l'anticipent avec des solutions qui sont bonnes ou mauvaises, je pense que leurs solutions sont très très mauvaises, parce que s'enfermer dans un bunker, aller sur Mars ou aller en Nouvelle-Zélande, alors la Nouvelle-Zélande on va l'enlever, mais ça revient à une mort atroce dans tous les cas. Donc il y a aussi un effet panique chez des gens comme ça qui ont des moyens, et il faut essayer de faire quelque chose, de leur proposer un autre programme que de faire ça. Mais la situation est intéressante. D'ailleurs, je pense qu'il y a 2 choses. Je conclurai là-dessus. Des initiatives qu'on veut faire advenir. On a trop de futurs par rapport à l'avenir qui s'annonce. Un futur de la Smart City, les objets connectés plus blockchain, tous azimuts, etc., etc. Ça ne va pas marcher.
Donc ça, c'est très clair. Et en même temps, il y a ce mouvement-là où il faut arrêter avec ces futurs, de défuturer ces futurs. Et en même temps, on hérite finalement de tout un ensemble de technologies, d'infrastructures qui ont été pensées sur une Terre qui était une Terre sans limite. Et on sait aujourd'hui qu'on ne vit plus sur cette Terre-là. Donc comment est-ce qu'on en hérite et qu'est-ce qu'on en fait? Parce que par exemple, alors pour revenir à EDF, moi je suis ni pour ni contre le nucléaire, mais je sais que dans quelques années on va avoir un problème parce qu'on va hériter de tout ça. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Si on n'a pas l'argent pour arrêter aujourd'hui, si on n'a pas... demain on n'aura pas plus d'argent pour arrêter, si on n'a pas forcément l'intérêt de le faire parce que arrêter ça veut dire substituer aussi des énergies carbonées, etc. Et puis qu'on n'a pas forcément les moyens, on n'a pas la disponibilité. Donc demain on se retrouve dans une situation où on ne peut pas arrêter, on ne peut pas continuer, qu'est-ce qu'on fait? Et là on a des enquêtes à mener pour répondre à ces questions-là parce qu'on ne sait pas aujourd'hui y répondre. Et donc là aussi on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de chercheurs, on a besoin de tout un tas de gens pour répondre à ces questions. Donc là, pour moi, c'est ça aussi l'avenir. Je parle parfois de commun négatif. Vous savez, cette notion de commun, qui sont ces éléments qu'on peut administrer en dehors de la propriété privée. Par exemple, une forêt, une source avec des poissons, etc. Et une communauté l'administre en se donnant des règles démocratiques pour le faire. Donc c'est pas approprié par quelqu'un dans un but mercantile, d'exploitation, etc., etc. Bon, demain on va pas avoir des communs qui vont être des communs uniquement des forêts, des ressources halieutiques, des choses comme ça très bucoliques. On va avoir aussi des infrastructures qu'on pourra plus faire fonctionner, des centrales nucléaires qui vont se retrouver là, ou des réacteurs qui vont se retrouver là, on ne saura pas quoi en faire, et il va falloir trouver, parce qu'on ne pourra pas s'enfuir tous en Nouvelle-Zélande, ou sur Mars. Et là, pour moi, l'avenir, il est aussi là. Et là, on a besoin de technicité, et on a besoin d'ores et déjà de développer des savoirs qui vont nous permettre d'hériter demain de ces infrastructures sur une Terre qui, en fait, n'a jamais été à la dimension des infrastructures qu'on lui a imposées. Juste faire une remarque avant de clore par rapport à la discussion sur les GAFA. Bien qu'ils soient conscients des dangers des tablettes pour leurs enfants, ça n'empêche que Google investit massivement dans le transhumanisme, enfin dans l'intelligence artificielle, dans une vision vers ce qu'ils veulent nous vendre comme du transhumanisme, ce qui quand même, dans l'hubris, ils sont aussi là, ces gens très très riches. Donc merci beaucoup d'être venu. Je crois qu'on a eu une discussion très riche. Merci beaucoup à Alexandre et à Antoine. Je pense qu'il y a un certain nombre de questions à travers les différents exemples qu'on a traités dans le séminaire qui vont aussi revenir dans le colloque. Donc je vous invite à être là le 17. Aussi, par exemple, on a évoqué la question des assurances. Elle sera traitée le 13 avril. Vous pouvez aussi, si vous ne pouvez pas toujours vous déplacer, les vidéos des séances et des débats sont en ligne. Alors pour celle-là, évidemment, il y a un certain délai avant qu'elles soient mises en ligne, mais vous pouvez aller les consulter. Voilà, et puis j'espère vous revoir une prochaine fois.